merci à vous deux. Je demanderai à Caroline Paul et à Valérian Grappin de bien vouloir nous rejoindre. Donc, le code 12 51 50 79, donc 12 51 50 79. Et la question, selon vous, quelle orientation devrait prendre la réglementation? Alors, à gauche, pédagogique, réparatrice, à droite, punitive. Voilà, c'est posé dans des termes tranchés et dans un but édifiant. Et donc, Olivier, peut-être sans anticiper la discussion qui va suivre, déjà une réaction à. Allez-y, vous pouvez nous rejoindre. Bon, en tant que juriste de formation, je suis habitué aux deux concepts, mais l'hétérogénéité des réponses me convient tout à fait. Une réglementation, pour être efficace, ça doit être les deux, à mon sens. Mais c'est un avis technique. Au cas du sujet particulier, je laisserai la DGS exprimer son opinion, bien évidemment. Merci Olivier. Alors justement, donc bien inutile de vous présenter puisqu'on vous a déjà entendu ce matin, Caroline, Valérian et Olivier. Donc nous allons vous entendre tous les trois. Donc cette séquence porte plus particulièrement sur l'histoire, l'évolution et l'environnement de la réglementation. Et elle est aussi si je vous en acceptez le principe, une réflexion sur le sens même de la réglementation. Celle-ci est-elle une fin ou un moyen? Et posant cette question, on aperçoit l'un des enjeux, c'est-à-dire que, quelle qu'elle soit, devrait idéalement être, dans tous les cas de figure, la réglementation ne saurait être une commodité, j'allais dire, qui aurait pour effet de relâcher l'énergie, la combativité de celles et ceux, à quelque niveau que ce soit, impliqués dans la lutte d'un phénomène d'une telle amplitude. Donc c'est une invitation à une réflexion à la fois factuelle sur le règlement et, osons le mot, un tantinet philosophique, si vous en acceptez le principe. Alors Caroline Paul, on va commencer avec vous, donc sur l'historique de la réglementation et ses acteurs. Caroline Paul, on vous écoute. Donc vous avez une dizaine de minutes, je crois, de mémoire. Okay. C'est ça, 10 minutes, et ensuite nous prendrons les questions de chat. Caroline Paul. On a un peu évoqué tout à l'heure l'historique, ce qui a mené à cette réglementation. Donc, merci. Alors, vous pouvez faire passer vous-même les diapositives, voilà. Alors, vous appuyez sur le bouton du bas. Donc, on a vu que l'Observatoire a 10 ans, mais en fait, l'ambroisie, elle est arrivée, semble-t-il, en France, selon les études, soit 1863 en provenance d'Amérique du Nord, ça c'est sûr, via les fourrages des chevaux, mais aussi pendant la guerre, pendant la guerre de 1914, quand il y a eu effectivement l'aide américaine qui est arrivée avec ses chevaux et ses graines d'ambroisie. Voilà, on a vu son implantation dans l'Allier, puis une progression vers la région Rhône-Alpes dans les années 60. C'est là où vraiment on a commencé à se préoccuper du phénomène. Premier cas d'allergie au pollen d'ambroisie à ce moment-là, années 60. Ensuite, du coup, au niveau de la DRAS Rhône-Alpes, il y a eu une mise en place d'un premier groupe de réflexion sur ce sujet en 81 dans le Rhône, et puis ensuite des prises d'arrêtés préfectoraux en Isère, dans le Rhône, la Drôme, l'Ain, l'Ardèche, et municipaux aussi, comme à Saint-Priest. Au niveau national, il y a eu le premier plan national santé-environnement, ainsi que les plans de déclinaison au niveau régional de ce plan national. Mais réellement, la question des pollens et de la qualité de l'air associée a été prise en compte au deuxième plan régional, c'est en 2009. Et sur cette base, il a été possible de créer donc l'Observatoire des ambroisies. La réglementation, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça a été 5 ans de bagarres diverses. Et pour aboutir à cette loi de modernisation de notre système de santé et à son article 57 notamment, donc loi du 26 janvier 2016, qui
créé donc un chapitre spécial dans le Code de la santé publique spécifique à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine. Donc cette loi, c'est l'article L 1338-1 et suivant, 1 à 4 d'ailleurs, qui dit qu'un décret fixera la liste des espèces dont la prolifération menace la santé humaine. Donc c'est un article, comment dire, ça c'est un peu technique, en D, c'est-à-dire un article, il y a les articles en R dans la réglementation de décret, les articles en D, c'est un article assez facile à prendre finalement, qui passe pas forcément par un avis du Conseil d'État. Donc voilà, on a l'outil simple pour mettre en place, ouvrir donc cette lutte à d'autres espèces que l'ambroisie. Les autres articles concernent l'interdiction du transport, de la mise en vente et de l'utilisation de ce type d'espèces. Donc on ne peut pas utiliser l'ambroisie pour autre chose, enfin pour quoi que ce soit. On ne peut pas la mettre en vente, donc notamment dans les graines pour oiseaux, on ne doit pas avoir de graines d'ambroisie, parce que ça serait une mise en vente d'ambroisie, etc. Les articles suivants prévoient d'autres dispositions relatives à la lutte, à l'étiquetage de l'information du public sur les espèces végétales qui pourraient être nuisibles pour la santé humaine et les modalités de constatation des infractions. Par la suite, donc, il y a eu un décret d'application de cette loi qui a défini les grands principes de la réglementation, les grands objectifs. Déjà, qu'il y en a 8 grands objectifs qui sont la surveillance, la prévention, la gestion et l'entretien des espaces envahis par l'espèce, la destruction de cette espèce, toutes les mesures qui peuvent permettre de supprimer l'émission de pollen, l'information du public, la valorisation des connaissances et pour finir, la valorisation des différentes mesures de coordination de la prévention. Ce décret prévoit aussi 2 choses, c'est que c'est le préfet de département qui prend des arrêtés pour, disons, ordonner la lutte contre la plante ou l'espèce en question. Et c'est le préfet de région qui s'assure de la cohérence des différents plans départementaux qui auraient pu être pris au niveau local. Par ailleurs, l'article 5, si je puis dire, de ce décret prévoit donc l'obligation pour les propriétaires, les locataires, les exploitants de prévoir cette suppression de la plante, en l'occurrence les ambroisies. Et ensuite, les collectivités territoriales, ça c'est une nouveauté vraiment, peuvent, elles, désigner un référent qui va participer au repérage, à l'information et veiller à la mise en œuvre des mesures préfectorales. Voilà, là je vous ai décrit toute la réglementation existante depuis cette loi de 2016. L'idée, c'est, comme on a des acteurs multiples, c'est de les associer. Donc, tous dans ce fameux concept One Health, n'est-ce pas? Pardon. Donc, les différents ministères concernés, les préfets au niveau local. Le micro plus près. Et les acteurs concernés au niveau local par la mise en place de ces mesures préfectorales. Au niveau national, on a Fredon France, les acteurs de la surveillance pollinique aussi, que le ministère de la Santé est en charge de coordonner aussi. Il y a le RNSA, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a d'autres acteurs de la surveillance pollinique, les ASQUA, les polliniers sentinelles, et c'est l'ensemble qui participe du repérage donc, de ces pollens, de l'évolution de la concentration dans l'air, et donc de l'évolution du risque pour la population. Autre acteur, l'ANSES, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, qui réalise des études à la demande en général des services publics pour préciser justement l'impact sanitaire.
et nous donner éventuellement des recommandations en termes de gestion, quoique. Bon, et des associations, donc la Fredon, bien sûr, mais les CBN aussi, hein, donc les conservatoires botaniques nationaux et régionaux, qui nous ont beaucoup aidés pour notamment réaliser les cartographies de l'ambroisie, la surveillance de l'évolution de la plante sur le territoire. Voilà. Cette réglementation, donc, elle est adaptable au niveau local et elle doit être adaptée au niveau local. En effet, il faut distinguer 3 situations. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est très important, il faut le rappeler. Il y a la situation où la zone est complètement infestée. On sait que c'est le cas dans pas mal de coins de Rhône-Alpes, donc de cette région-là, que ça va être difficile de revenir à un point zéro avec l'ambroisie, mais il ne faut pas lâcher, je veux dire, l'investissement, c'est extrêmement important parce que, comme on l'a vu précédemment, si un lâche son action à un endroit, cela nuit à tous ceux qui continuent leur action autour. Donc c'est une démarche globale de tous au niveau du territoire. Bon, ça, on parle des zones infestées. Deuxième type de zone, les zones à front de colonisation. Ce sont les zones où on a la plante qui commence à arriver, à s'installer. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'elle ne s'installe pas. Éviter la production de graines. Là, on peut l'éradiquer encore. Il faut le faire absolument et stopper, supprimer la plante. Et puis, et c'est peut-être pas le plus simple, et même sûrement pas, sont les zones où il n'y a pas ou peu de plantes. Bon, là, peu ou pas infesté, ça veut dire qu'il faut surveiller quand même, mais il n'y en a pas. Mais de temps en temps, il y en aura peut-être une par-ci, par-là, et c'est là où il faut agir tout de suite. Déjà signaler et immédiatement éradiquer. Parce que là, sinon, c'est aussi on rentre dans la catégorie suivante, front de colonisation, etc. Donc, cette catégorisation est très importante sur le territoire. Pouvoir distinguer ces 3 zones, parce que c'est 3 types d'actions différentes, 3 types d'investissements différents des acteurs. À noter que nos collègues suisses nous disaient qu'eux, ils ont mené des campagnes très radicales pour suppression de la plante, qui ont mené à la disparition de la plante. Ils s'y sont pris assez tôt. Et sauf que maintenant, le problème qu'ils ont, c'est de trouver des acteurs motivés pour continuer la surveillance. Ils disaient que là, c'était difficile de motiver les gens parce qu'il n'y avait plus de plantes. Sauf que de temps en temps, elle est là quand même. Bon, voilà, c'est une action pour dire en synthèse que malheureusement, on est condamné à avoir une veille permanente sur la présence de la plante. Voilà. Donc, vous voyez ici une carte qui vous donne une représentation de tous les textes, de tous les départements qui ont pris des textes au niveau local pour organiser, coordonner cette lutte contre l'ambroisie. Et vous voyez, donc c'est à peu près représentatif, évidemment, de la présence de la plante, mais bon, là, on ne distingue pas front de colonisation et zones complètement infestées. Mais vous voyez que quand même, le territoire national, aux 2 tiers, est déjà, la plante est là. Donc, et il y a des actions qui ont été menées, reconnues au niveau local. Donc, le travail est bien parti, on a les outils. Fredon, l'observatoire, met en place justement, s'assure de cette coordination. S'il y a un message à faire passer, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher et continuer avec ces 3 niveaux d'action, 3 niveaux d'organisation, mais il faut le réaliser. Voilà, merci beaucoup. Merci Caroline Paul. Alors je me retourne vers Alice pour savoir si nous avons des questions. Oui, nous avons, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque, parce que les avis sont partagés sur la place de la dimension punitive de la réglementation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus? Peut-être que ça sera dans la présentation de Valérian Gratepin. Olivier, juste on va y venir, on va approfondir, mais Caroline, Paul, oui, un mot déjà. Oui, non, je laisserai Valérian s'exprimer sur ce point. Est-ce qu'il y a une autre Non. Une autre question
Juste une question qui est peut-être mais on va le voir avec aussi Valérian Gratepin, puisque vous nous avez dit ce qu'il en était en gros de la genèse de la réglementation. Et là maintenant, on va voir avec vous, Valérian, donc le rôle et l'application de la réglementation, j'allais dire aussi sur le terrain et les perspectives. Alors c'est une question très théorique, mais d'un côté, il y a le temps de la genèse de la loi, et de l'autre, il y a l'urgence des acteurs sur le terrain. Il y a une sorte de conflit de temporalité. Et est-ce qu'il y a, fort de l'expérience qui est la vôtre, comme ça des vecteurs d'accélération de la loi pour venir satisfaire les attentes des gens qui sont sur le terrain? Alors on va y revenir peut-être en détail, mais peut-être Valérian, je ne sais pas, vous voulez réagir là-dessus sur cette question? Et ensuite, on a d'autres questions qui arrivent. Je dirais que souvent, et en tout cas dans le cadre de l'Ambroisie, la réglementation nationale est vraiment venue suite à des actions locales. D'accord. On a vu, on l'a cité, Caroline l'a cité, il y a eu des arrêtés préfectoraux, des arrêtés départementaux, des arrêtés communaux. Et l'idée de la réglementation nationale, ça a été de fixer un cadre pour dire, voici les actions que vous pouvez mener, quelles sont, comment faire, comment mettre en place un plan d'action régional, etc. Et ensuite, on donne le cadre, et à l'intérieur du cadre, chaque région, chaque département l'adapte à son contexte en fonction des 3 zones qu'on a citées tout à l'heure. Et voilà l'idée, c'était vraiment de fixer un cadre en reprenant ce qui était déjà mis en place après des retours d'expérience, etc., au niveau régional, départemental et local. Donc Olivier, c'est ça, ou Caroline, c'est la réglementation est vraiment l'expression, l'enfant, j'allais dire, de l'expérience du terrain. Elle n'est pas parachutée d'en haut. Oui, tout à fait. Puis elle se trouvait apparaître comme indispensable pour qu'on soit sûr de la coordination au niveau local. Parce que ce qu'on voyait justement avant la loi, c'est que une collectivité menait une action, sa voisine ne le faisait pas, et du coup, tous les efforts de la collectivité qui menait l'action étaient réduits à néant ou étaient là, c'était déprimant effectivement pour les personnes qui agissaient, puisqu'ils voyaient que leurs voisins ne le faisaient pas. D'ailleurs, les Suisses, à l'époque, quand on a fait le colloque international, nous disaient, nous, on est inquiets de nos voisins français qui ne mettent pas, la loi n'était pas encore prise, hein, qui ne mettent pas en œuvre les actions qu'il faut. Olivier, puis une autre question. Bon, les propos de Valérian Gratepin illustrent parfaitement le fait qu'une réglementation, en l'occurrence, c'est un moyen et pas une fin. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place, c'est une réglementation qui donne les moyens d'agir. Ce n'est pas une fin en soi dans la mesure où, effectivement, vu la nécessité, ça a été très bien expliqué, de le décliner localement sur mesure en fonction des zones de front ou pas, de la présence ou pas. Effectivement, c'est aux acteurs locaux de finir d'écrire la finalité de l'histoire, de leur histoire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le contexte géopolitique, éventuellement rappelé par Caroline Paul, sachez que, allez, je vais donner les noms, mais la Pologne se plaint d'un de ses voisins du Sud qui envahit l'Ambroisie, mais à une très haute densité, mais tous les couloirs aériens ramènent les pollens vers la Pologne. Et donc, il y a plus de malades en Pologne, proportionnellement au regard du nombre de plantes, qu'il y en a dans le pays en question. Donc, comme effectivement, la difficulté, comme vous l'avez très bien illustré, Caroline, c'est que si une commune joue le jeu, mais que la voisine ne joue pas le jeu, vu la volatilité du pollen, ça pose quand même des problèmes. Et puis, je compléterai qu'au niveau européen, on a vu aussi la difficulté que si un pays ne prend pas les mesures adéquates, on va retrouver les graines d'ambroisie dans les productions semencières, etc. Même si la réglementation européenne prévoit un seuil maximal autorisé, il y a quand même quelques graines d'ambroisie qui vont transiter. Elles vont transiter dans les roues de camions, elles vont transiter. Et donc, c'est vraiment une action collective internationale. Par contre, on voit la pertinence des 2 concepts fondateurs de l'OMS, One Health, on l'a suffisamment dit, et aussi Global Health, c'est-à-dire One Policy ici au niveau européen. Alice, nous avons une question. Oui, nous avons 2 questions du CPIE de Quercy-Garonne. L'agriculture a besoin de moyens et d'appui pour gérer l'ambroisie, donc une réglementation qui se durcit ne serait-elle pas contre-productive dans ce cas? Si vous voulez, il y a 2 manières d'amener les gens à faire quelque chose. Il y a soit vous leur donnez envie de le faire parce qu'ils sont sensibles à vos arguments et vous les avez sensibilisés, soit vous les contraignez.
Premier constat en termes d'agriculture et d'ailleurs, que ce soit en ruralité ou en urbanité. On ne fait pas exprès d'avoir l'ambroisie chez soi. J'ai pas connaissance, mais peut-être que je me trompe, que des gens se soient amusés volontairement à planter l'ambroisie. Donc, a priori, c'est pas le cas. Donc, déjà, le fait, déjà en droit pénal, au sens générique des choses, c'est que c'est pas, comment dire, quand vous êtes détenteur malgré vous d'ambroisie, c'est malgré vous, en général. Là où, donc du coup, dire vous êtes détenteur, je vous sanctionne, ça n'a pas de sens, à mon sens. Mais c'est mon avis personnel. Par contre, effectivement, être conscient de la problématique, ne pas la gérer après moult rappels, ça par contre, effectivement, ça pose un autre débat. Caroline, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'on voit souvent, enfin, on a des courriers de particuliers qui portent plainte, en quelque sorte, contre leurs voisins, qui ne font rien depuis des années, alors qu'eux subissent. Eux doivent mettre en place des sas pour entrer chez eux, faire un ensemble de mesures et de toute façon se traiter à cause de cette situation. Donc, franchement, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse, à certains moments, intervenir sur ces personnes qui laissent proliférer l'espèce. Alice, une dernière question? Oui, nous avons une remarque question sur la réglementation pour les graines pour oiseaux fixes, qui est limitée à 50 mg par kilogramme, mais certaines études montrent que les graines pour volailles et pour oiseaux sauvages sont porteuses aussi de graines d'ambroisie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette question? Ça, c'est une question interministérielle et donc européenne. Et on va, enfin, c'est pas qu'on va, on a déjà sollicité le ministère de l'Agriculture là-dessus qui négocie ce genre de réglementation au niveau européen. C'est un point compliqué parce que c'est vrai que ce que j'ai compris, c'est, vous corrigerez ceux qui savent d'ailleurs, c'est qu'il y a des problèmes pour le tri des graines au moment de la production. Et que c'est très difficile d'assurer quelque chose de meilleure qualité que ce qui correspond à ce seuil de présence. Donc, c'est vrai qu'il s'est développé aussi des matériels qui permettent de mieux trier les graines, semble-t-il, et arriver à des seuils vraiment très, très faibles. Mais le seuil 0, c'est très difficile à garantir. Et il fallait fixer quelque chose et ça a été ce seuil-là. Olivier? C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a l'émergence de foyers très petits au départ dans des zones non envahies. Et ça, il faut vraiment que tout le monde en soit conscient. Ce pourquoi il est important néanmoins de maintenir un niveau de vigilance minimum sur tous les territoires, même non envahis, c'est parce que d'un jour à l'autre, par des graines pour les oiseaux, via des semences infectées, on peut avoir la naissance d'un foyer. Alors au départ, ce foyer il va être tout petit, mais chaque individu produisant environ 4000 graines, sinon plus, l'année suivante, ça va être une autre problématique, et l'année d'après, ça sera encore une autre. Voilà, donc effectivement, le plus tôt est le mieux. Je vous propose, si nous avions d'autres questions, Alice, on les posera plus tard dans notre séquence et on va donner la parole à Valérian Gratepin, donc sur le rôle et l'application de la réglementation et perspective. Valérian. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises et c'est important de le resignaler. En fait, les ambroisies, on sait que ce sont des espèces, elles sont exotiques, elles sont envahissantes, mais au sens réglementaire, elles ne sont pas espèces exotiques envahissantes dans la liste européenne et pour le moment, pas non plus dans les listes françaises. Mais il y a un travail en cours, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du ministère de l'Environnement pour le faire entrer les ambroisies au titre des espèces exotiques envahissantes au niveau français. Donc, pour le moment, effectivement, on a donc une réglementation sur les ambroisies qui est franco-française, alors que les réglementations dont parlera Olivier sur les espèces exotiques envahissantes ou sur les espèces nuisibles aux végétaux sont des réglementations européennes. Donc, la réglementation espèces nuisibles à la santé humaine, comme l'a rappelé Caroline, donc un décret fixe la liste des espèces végétales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Donc, actuellement, le décret du 26 avril 2017 a été pris et fixe 3 espèces d'ambroisie
dont la prolifération constitue une menace. Donc l'ambroisie trifide, l'ambroisie epilis et ambrosia artemisifolia. Donc cette loi du 26 janvier 2016 prévoit aussi qu'un arrêté des ministres de la Santé, de l'Environnement et de l'Agriculture peut limiter ou interdire l'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, l'achat des espèces citées donc dans le décret précédemment cité. Donc c'est l'arrêté du 26 avril 2017 qui prévoit donc que le fait de ne pas se conformer enfin, donc c'est cet arrêté-là, et en parallèle, donc toujours dans le décret, pardon, il est signalé que le fait de ne pas se conformer à cet arrêté est puni d'une contravention de 4e classe. Alors, ces contraventions de 4e classe, ce sont des contraventions pour lesquelles il n'y a pas de peine de récidive, et ce sont des amendes forfaitaires, donc de 135 €. Si on compare par exemple un petit peu avec le code de la route, hein, c'est le franchissement d'une ligne continue, c'est le téléphone portable au volant, etc. Donc voilà, c'est la même sanction qui existe, en tout cas pour le transport, la vente, etc. d'ambroisie. Néanmoins, il y a une question qui se pose actuellement, c'est que dans tous les cas, alors sauf dans le cas de la destruction de l'ambroisie, on a le droit de transporter de l'ambroisie dans le cas de la destruction. Néanmoins, quand on compare les réglementations, c'est ce qu'on fait régulièrement, on essaye de voir ce qui existe dans les autres réglementations, quelles sont aussi les remontées de terrain sur quelles sont les demandes par rapport à l'évolution de la réglementation telle qu'elle pourrait intervenir. Et donc, on voit que donc dans l'article dans un article du Code de l'environnement concernant les espèces exotiques envahissantes, on signale que dans certains cas, le transport, la détention, l'utilisation d'espèces est possible. Par exemple, dans des parcs zoologiques, des choses comme ça, dans des actions de prévention, etc. L'idée est donc de faire en sorte, et on mène des travaux à ce sujet actuellement, pour inclure justement des dérogations dans ces interdictions de vente, de transport, etc. pour dans certains cas, donc dans le cas pédagogique, par exemple, les Fredons France, les Fredons au niveau local, pendant les prochaines journées des ambroisies, donc qui ont lieu actuellement, pendant une quinzaine de jours, on va avoir souvent des personnes qui vont mettre en place des stands et ils vont avoir la plante pour visualiser la plante. Donc en tant que tel, c'est pas autorisé, mais l'idée c'est de l'autoriser via une dérogation simple pour justement permettre de mettre en place dans la réglementation, d'autoriser ce qui existe déjà et ce qui permet la meilleure communication, la meilleure prévention du public. Et ça vise aussi le travail et la recherche donc sur le terrain, puisque actuellement pour rechercher des méthodes de lutte, etc., il faut faire pousser de l'ambroisie, il faut la transporter, etc. Et donc ça va permettre cette évolution réglementaire. Concernant la réglementation espèces nuisibles à la santé humaine, donc on a signalé aussi que donc dans le décret du 26 avril 2017, comme l'a rappelé Caroline, plusieurs mesures pouvaient être mises en place, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental. Donc, au niveau national, c'était décrit donc dans l'arrêté du 2 juin 2017, et donc Fredon France est désigné dans cet arrêté pour mener un observatoire des ambroisies et avec les différentes actions de prévention, promotion, etc., qui peuvent être menées. L'idée, c'est également de modifier cet arrêté du 2 juin 2017 pour étendre les actions de Fraude en France à l'ensemble des espèces
nuisibles à la santé humaine, enfin des espèces à enjeu pour la santé humaine, plus précisément. Et donc, ce sera un arrêté qui créera concrètement l'Observatoire des espèces à enjeu pour la santé humaine. Comme l'a dit Caroline, donc la réglementation adaptable au niveau local, avec, dans tous les cas, une obligation pour tout à chacun de gérer les 3 ambroisies sur son terrain. Actuellement, et comme l'a rappelé Caroline, il n'y a pas de sanctions qui existent. Contrairement à ce qui existe pour les espèces exotiques envahissantes, comme le rappellera Olivier. Aujourd'hui, et donc suite aux discussions qu'a cité Caroline, le texte qui est ressorti est un texte qui a une visée incitative. Néanmoins, il ne faut pas se dire que ces incitations n'empêchent pas l'action des pouvoirs publics. Actuellement, il y a 7 ans, donc c'était même avant la réglementation, etc., l'ARS Rhône-Alpes, sur les actions de lutte mises en place en 2014, signalait que 93% des signalements effectués dans la région ont été suivis d'actions correctives et 97% après relance. Donc, c'est important de continuer à mettre en place ces actions. Et c'est pas parce que demain ou après-demain, il y aura une sanction qu'il faut arrêter d'informer les personnes, etc., de suivre la plante, d'expliquer ce que c'est, etc. Comme l'a dit Olivier, on ne choisit pas d'avoir de l'ambroisie sciemment sur son terrain. Et lutter contre l'ambroisie, c'est une affaire de longue haleine aussi. Donc, le dispositif incitatif montre donc, et les résultats montrent donc qu'il est important donc, de faire de la prévention, de l'information, de la communication, et ce, à tous les niveaux, national, régional, départemental et local. Et donc, actuellement, la question néanmoins se pose, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas des 3%, enfin, des quelques situations litigieuses. Et là encore, on compare avec d'autres réglementations, encore une fois les espèces exotiques envahissantes, où là, il y a la possibilité d'entrer sur la propriété privée et de fixer une sanction, ce qui n'existe pas actuellement pour les espèces à enjeu pour la santé humaine. Ce travail et cette modification réglementaire passe par une loi, et donc c'est une loi qui soit sera du ministère de la Santé. Alors, c'est possible, mais les lois issues du ministère de la Santé sont souvent rares, et on l'a cité plusieurs fois, mais il faut le rappeler. La loi qu'on cite régulièrement, c'est la loi de modernisation du système de santé. Et quand on se réfléchit, on peut se dire, mais que font les ambroisies dans une loi sur le système de santé? Donc, c'est aussi des travaux de longue haleine qui ont permis d'inclure une action sur l'ambroisie dans une loi sur le système de santé. Donc, on travaille aussi avec des lois qui sont plus orientées santé, etc. Souvent, le ministère de la Santé, c'est plus des lois sur le système de santé, etc. Et donc, on essaie à chaque fois qu'il y en a une de faire entrer une action sur les ambroisies. Et pareil, quand il y a des travaux et des lois issues de parlementaires, on essaie de travailler avec eux pour faire inclure cela. Et l'année dernière, on avait on avait réussi, puisque il était passé au tout début d'année 2020 la possibilité d'entrer sur les propriétés privées, et la sanction avait été votée en première lecture au Sénat, mais malheureusement, avec la crise sanitaire, il n'y a pas pu avoir de passage à l'Assemblée nationale. Donc, en tout cas, c'est un sujet sur lequel on travaille et on continue de travailler. Je vous remercie de votre attention. Merci Valérien. Alors, on va prendre les questions. Juste avant, une question peut-être complètement bêtassou, tant pis, je la pose. Du point de vue donc de l'application de la réglementation, est-ce qu'il existe des zones, pour ainsi dire, orphelines de propriétaires, j'allais dire, et sinon de gestionnaires, du moins pour lesquels le gestionnaire est mal identifié? Effectivement, ça peut être une problématique parfois qui existe au niveau des agences régionales de santé ou des FREDON qui nous font remonter les difficultés qu'il existe de retrouver
le propriétaire d'un terrain. Et on peut facilement savoir qui occupe le terrain, enfin facilement, pas toujours, mais de connaître effectivement le propriétaire du terrain. Et je pense qu'Olivier pourra compléter ma réponse. C'est beaucoup plus compliqué dans certains cas. Olivier. Le respect au droit de la vie privée a fait que effectivement toutes les données ne sont pas forcément accessibles. Donc une idée, c'est de savoir dans quelle mesure certaines informations personnelles collectées à l'occasion de tel ou tel fichier peut être utilisées à d'autres fins. Par principe, c'est non, mais effectivement, avec des travaux et en respectant toutes les cases du processus, on devrait pouvoir avoir la résolution de ce type de problématique. Caroline, Olivier, non. Alice. Oui, nous avons une question. La réglementation contre les ambroisies oblige la destruction de l'espèce. En sera-t-il de même pour les espèces à enjeu pour la santé humaine? Et qu'en est-il des cohérences entre les réglementations, code environnement, etc. Valérian. L'idée qu'on a actuellement, c'est qu'on a construit une réglementation donc, qui s'applique aux ambroisies, mais qui résulte de négociations interministérielles au niveau régional, au niveau départemental, etc. Et on considère que pour le moment, ça fonctionne plutôt bien sur les ambroisies, aux quelques limites qu'on a déjà parlé. Et l'idée, c'est de mettre en place exactement la même réglementation pour les autres espèces, donc les prochaines à entrer sur la liste étant les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Et à l'avenir, d'autres espèces qui pourraient déjà être citées donc, dans le Code de l'environnement. Et comme je l'ai signalé ce matin, on travaille effectivement sur ces questions-là parce que concrètement, les sanctions ou la possibilité de sanctions ne sont pas les mêmes entre les différentes réglementations. Caroline, vous vouliez ajouter un mot? Non. Oui, disons non, mais je suis tout à fait d'accord avec Valérian, mais c'est vrai que la question se pose de comment on fait intervenir d'autres espèces. Alors, c'est vrai qu'il faut pour nous, qui sommes chargés de la rédaction des textes, avoir des arguments suffisants pour pouvoir les faire intégrer dans la réglementation. Et pour cela, généralement, on s'appuie sur les avis d'agences sanitaires, avis de l'ANSES, qui nous a bien aidés sur les chenilles processionnaires. Donc, on a le dossier, tout ce qu'il faut pour les chenilles processionnaires. On l'a pas pour d'autres encore complètement pour d'autres espèces qu'on envisage, dont on sait aussi que la prolifération peut être problématique pour la santé humaine. Une autre question, Alice. Oui, c'est une remarque donc de Michel Mangin de l'association de malades Stop Ambroisie qui nous dit que tant que les DDT ne lèveront pas l'anonymat sur les exploitants des parcelles, on ne pourra pas aller assez loin, notamment vis-à-vis des agriculteurs. Je profite de l'occasion pour saluer M. Mangin et l'association Stop Ambroisie. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans un monde de légalité, c'est que des fichiers sont constitués dans un but précis, et c'est sous ces conditions-là qu'effectivement ils peuvent être utilisés. L'utiliser un fichier à d'autres fins que celui initialement prévu, normalement, n'est pas possible. Donc, c'est pas satisfaisant comme réponse, je l'entends. Mais néanmoins, effectivement, il faut faire en sorte que, justement, en interministériel, et là encore, on est sur ces sujets-là, il y ait effectivement des réflexions et de faire évoluer le dossier de manière à permettre effectivement ce but, qui est tout à fait honorable par ailleurs, c'est pas le souci. Mais en l'état, c'est pas possible. Des DT qui feraient ça, même si certains le font, peut-être de fait, n'utilisent pas tout à fait correctement les fichiers. Valérian, vous voulez réagir? Non. Bon, alors je vous propose que l'on ouvre le troisième volet de cette table ronde avec vous, Olivier, donc pour parler des différentes réglementations concernant les, entre guillemets, espèces. Donc oui, récupérez le petit... Voilà, ici il y a des questions, on les prendra ensuite. Olivier. En allant dans le bon sens, ça va aller mieux. En tout cas, on va partir du constat qui est un peu une synthèse de tout ce qu'on a pu se dire. C'est la dynamique d'introduction des espèces exotiques. C'est un phénomène qui a toujours existé, d'une part, mais qui, d'autre part, s'est fortement accéléré. Alors, les introductions, les dispersions, l'établissement d'organismes nuisibles, ça a été facilité par les activités humaines.
qui sont devenues beaucoup plus performantes, parce qu'on voyage en quelques heures d'un continent à un autre. Les bateaux aussi de la marine à voile vont a priori un peu moins vite que ce qu'on est capable de faire. Et donc l'importance de l'échange mondial, ça avait déjà été signalé. La fréquence, la récurrence, d'une part, augmente la probabilité d'introduction, hein, ça c'est clair. Et la rapidité, c'est aussi la survie des organismes transportés, hein, parce que la plupart pouvaient éventuellement décéder pendant le cours du trajet, n'étant plus dans un écosystème favorable. Mais a priori, effectivement, là, on va avoir, par exemple, typiquement dans les moustiques, autre sujet de votre ministère, effectivement, des problématiques avec les avions, hein. Là où, a priori, sur un bateau, ça posait moins de problèmes. Donc, ça, il faut vraiment avoir conscience que, en fait, cette cartographie, elle est intéressante parce qu'on comprend à travers une modélisation qui n'est pas la mienne d'ailleurs, qui est celle d'un chercheur qui s'appelle Mark Williamson et qui en 96 a montré cette modélisation des invasions biologiques sur 4 phases de risque. Il y a un risque d'entrée. Donc, on a vu que là, pour le coup, c'était compliqué parce que la récurrence, l'importance et la fréquence est devenu et s'accélère au demeurant, et qu'il est extrêmement difficile, Caroline Paul en a donné un exemple, de contrôler toutes les semences qui rentrent sur le territoire national. Et quand on parle des semences, on n'a pas géré tous les sujets, bien évidemment. Donc risque d'entrée, risque d'établissement aussi, parce que l'espèce considérée peut trouver un milieu favorable, donc trouver l'écosystème, une niche écologique, disent les écologistes, si j'ai bien tout compris. Et puis après, une dispersion, c'est-à-dire au-delà d'une certaine quantité de population, vous avez effectivement un comportement de l'espèce qui peut évoluer. Et là où, dans son milieu naturel, parfois, elle n'est même pas invasive, elle va le devenir simplement par rapport à un système différent, un environnement différent. Et avec des impacts. Donc Williamson, il nous dit, comptez que pour 1000 espèces transportées, il y en a à peu près une qui est destinée à devenir nuisible. Bon, si vous regardez le nombre d'espèces dans le monde, ça fait un certain nombre de candidats. Donc ça veut dire que cette vigilance, elle doit être permanente, sinon effectivement on n'est pas performant. Et ce sujet-là, pourquoi je vous montrais cette modélisation de Williamson, c'est qu'elle est valable en matière de santé animale et végétale, de santé humaine, bien évidemment, malheureusement avec la crise du Covid, et la santé biodiversité ou santé environnement au choix de l'appellation de chacun. Donc, pour bien comprendre cette multiplicité des réglementations, en fait, il y a les impacts de ces espèces nouvellement introduites, ils sont plus ou moins connus au moment de leur introduction, mais ils sont surtout gérés par des acteurs différents. Et si ces impacts sont multiples, hein, c'est-à-dire soit santé environnementale, soit santé humaine, soit ou santé animale et ou végétale, eh bien effectivement, ça suppose de coordonner ça. Donc il y a certains sujets qui sont que de la santé humaine parce qu'il n'y a pas de recoupement, il n'y a pas d'autres impacts, autrement dit. Autant certains sujets sont parfois à la confluence des 3 sujets, hein. Donc je prendrai par exemple juste un exemple, le ragondin rat musqué est une espèce exotique envahissante classée récemment, est une espèce nuisible à la santé végétale depuis des dizaines d'années dans le code rural, n'est pas classée au titre des espèces nuisibles à la santé humaine, pour autant que ce soit nécessaire, parce que tout classement n'est pas forcément nécessaire, mais néanmoins, ce sont des vecteurs de maladies style échinococose alvéolaire, leptospirose. Donc, on voit bien effectivement que la pluralité de réglementation, elle permet de s'adapter à une situation d'impact et aussi de désigner ces 3 grandes politiques publiques, l'acteur auteur. C'est-à-dire en santé animale et végétale, c'est le ministère en charge de l'agriculture qui va gérer prioritairement ces espèces-là. Pour les espèces exotiques envahissantes, donc en santé de l'environnement, ça va être le ministère en charge de l'écologie qui le gère. Et pour celles donc, qui ont un impact sur la santé humaine, ça va être le ministère en charge de la santé qui le gère. Donc il y a aussi 3 réglementations et 3 pilotes. Et ces 3 pilotes, à un moment donné, ils doivent, quand les sujets se recoupent un peu, totalement ou partiellement, avec plus ou moins d'intensité suivant les sujets, se concerter pour travailler main dans la main. Et c'est tout l'objet. D'ailleurs, notamment, il n'y a pas que l'Observatoire qui fait ça, hein, il travaille en interministériel au-delà de l'Observatoire, bien évidemment, heureusement d'ailleurs, mais c'est aussi l'occasion de le faire. La réglementation, vous avez un extrait d'une toute petite partie du corpus juridique, mais ce qu'on peut en noter, c'est que ces réglementations sont tantôt nationales, tantôt européennes, tantôt mondiales.
Alors, plus rarement mondiale, parce que les réglementations mondiales sont rarement des réglementations contraignantes, et pour cause, il n'y a pas de gendarme mondial pour vérifier si tout se passe bien, ou en tout cas, il existe moins souvent. Et donc, effectivement, on voit à travers ce diaporama que l'Union européenne s'est saisie de 2 sujets, celle de la santé des végétaux, alors depuis très longtemps, parce que le premier règlement européen est daté de 2009, et puis ça a été rénové en 2016, et puis plus récemment, l'Union européenne s'est intéressée aux espèces exotiques envahissantes en 2014. Donc on voit qu'en France aujourd'hui, suivant le classement d'une espèce, suivant l'impact qu'elle a, elle relève d'une ou de l'autre des réglementations. Et en cas de double classement, on en a vu quelques illustrations, on peut avoir plusieurs réglementations applicables, ce qui pose la question de la compatibilité de ces réglementations entre elles. Pour la santé humaine, c'est un peu particulier parce que l'Union européenne n'a pas de délégation, ce sont les États membres qui ont... La santé humaine a toujours été un domaine réservé des États membres jusqu'à maintenant. Gageons peut-être que suite à la situation Covid, ça fasse réfléchir aussi, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques projets sur au moins une harmonisation au niveau européen de la question de la santé humaine. Donc pour l'instant, effectivement, on a quand même des sphères un peu différentes. Et une question, c'est comment dire, la hiérarchisation de chacune de ces corpus les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qui est plus important, la santé des végétaux ou la santé humaine, la santé de l'environnement ou la santé des végétaux? Pas toujours facile de faire cet arbitrage-là. Pour continuer, en tout cas, ces réglementations, pour moi, elles ont un intérêt, c'est que ce sont des marqueurs d'intérêt que porte la société à ces questions. Donc, on peut voir qu'effectivement, ces réglementations vivent, elles sont récentes, elles sont actualisées. Donc, ça veut dire que ce sont des vraies préoccupations citoyennes et des pouvoirs publics. Et puis, au-delà des pouvoirs publics, l'initiative citoyenne, comme ça a été fort justement souligné par Valérian Gratepin, l'initiative citoyenne, elle est souvent en avance sur la loi. D'ailleurs, c'est en général toujours comme ça que ça se passe. Il commence à y avoir des choses sur le terrain, vous l'avez très bien dit, et par la suite, on codifie. Aujourd'hui, moi, je dirais, par rapport à ces 3 enjeux-là, parce que finalement, quand j'ai une espèce nouvelle sur mon terrain personnel, je ne sais pas quel impact elle peut avoir, mais personne n'a l'interdiction de faire un diagnostic sanitaire de son terrain agricole qu'il envisage d'acheter en vue de produire quelque chose. C'est tout à fait possible de faire un stock semencier de graines d'ambroisie pour voir si éventuellement il n'y a pas en dormance et en latence. Voilà, donc il ne faut pas atteindre forcément toute la réglementation non plus, s'il n'y avait pas que les diagnostics sanitaires soient une obligation, mais on peut aussi aller de l'avant. Mais en pratique, effectivement, cette théorie que j'énonce là, elle se complexifie rapidement parce qu'il y a aussi beaucoup de réglementations périphériques qui viennent s'entrechoquer. Parfois, on a des contradictions, que ce soit des réglementations sur la politique agricole commune, sur les produits phytopharmaceutiques, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, etc. L'idée générale, en tout cas pour la suite, si j'arrive à attraper, voilà, c'est de faire en sorte que les différentes réglementations, les 3 grands corpus que je vous ai montrés, soient cohérents déjà entre eux. Et que dans le deuxième temps, les réglementations périphériques ne viennent pas démentir cette cohérence de manière accessoire. On peut vous donner, plutôt que de faire de longs discours, 2 exemples de conflits avérés ou potentiels qui ont été gérés tantôt par le ministère, tantôt dans le cadre de l'Observatoire. L'interdiction des brûlages de déchets verts, une réglementation nouvelle. Parfois, il vaut mieux ne pas transporter l'ambroisie. Donc, effectivement, il y a une dérogation pour le brûlage dans des cas exceptionnels, encadrés, bien évidemment. Et là, on a bien dit, quelque part, c'est une manière de dire que la santé humaine prévaut, sous l'aspect espèce à gérer, prévaut sur cette interdiction de brûlage des déchets verts qui a tout à la fois un aspect santé, mais aussi un aspect économie circulaire. Et puis, pareil, sur les bandes tampons, des bonnes conditions agricoles et environnementales. Bref, il est interdit dans certaines zones en agriculture de détruire des végétaux. Ça venait en contradiction avec l'obligation de détruire ces mêmes végétaux lorsqu'ils étaient classés nuisibles à la santé humaine. Donc là aussi, on a réussi à gérer cette contradiction en la levant. Et pourquoi il était important de les lever? C'est parce que ces contradictions sont souvent des vecteurs de démobilisation des acteurs locaux, voire même d'incompréhension totale, voire de révolte. Donc c'était aussi important. Il en reste aussi à gérer d'autres contradictions, ça serait trop long de les citer toutes, mais prenez conscience, par exemple, que la loi Labbé a dit qu'il est interdit d'utiliser des produits phytopharmaceutiques, des désherbants notamment, dans les espaces publics ouverts au public. Bon, qu'est-ce qu'on fait si on a en ambroisie qu'on ne sait pas gérer autrement qu'avec des produits phytopharmaceutiques? On s'interdit ou pas? Bizarrement, la réglementation de la loi Labbé permet
lorsque l'espèce est nuisible à la santé des végétaux, c'est-à-dire au titre du ministère de l'Agriculture, si vous voulez, par caricature, on peut utiliser un herbicide. Par contre, si c'est une espèce classée par le ministère de la Santé, on ne peut pas. Donc, c'est pas très cohérent. Enfin, bon, ça s'explique très bien. C'est pas un reproche à quiconque. Hein. Ça s'explique très bien parce que ça s'est fait dans des temporalités différentes et donc du coup, ça mériterait d'être repris en vision globale. Après, avec des arbitrages, est-ce que cette dérogation se justifie? Est-ce qu'elle ne se justifie pas? Bien évidemment. Hein. Voilà. Donc la réglementation, c'est pas toujours très simple. Mais on a vu pourquoi. C'est pas une fin en soi. Bien évidemment, ce sont que des moyens. Je dirais pour conclure mon propos que le besoin le plus important, c'est de faire des synergies entre les différentes politiques en développant une approche One Health, ça a été dit, y compris par monsieur le professeur Salomon en introduction de ce séminaire, avec effectivement l'objectif d'éviter des contradictions de réglementation, voire générer des synergies. Valérien faisait référence à certaines réglementations qui sont plus favorables à l'entrée sur le territoire d'autrui en cas de situation de contrôle. Je dirais même avant même les espèces exotiques envahissantes, la santé des végétaux. Depuis 1945, les inspecteurs en santé des végétaux, ce que nous faisons dans le cadre d'une délégation de mission de service public pour le compte du ministère de l'Agriculture, nous permet de rentrer effectivement sur le territoire d'autrui sans demander l'autorisation. Donc comme quoi parfois c'est permis, pas permis, et ça mériterait effectivement des harmonisations. Voilà pour mon intervention. Merci Olivier. Alors, je crois que nous avons des questions et puis vos réactions aussi, Caroline et Valérian, si vous le souhaitez, à l'intervention d'Olivier Péchamin. Alice. Oui, alors nous avons 2 questions. Comment travaillez-vous avec les autres acteurs de la lutte en lien avec ces réglementations? Comment ces réglementations sont mises en œuvre? On peut témoigner de ce qu'on fait au niveau de l'observatoire dernièrement. Donc effectivement, les membres du comité technique, suivant leur multidisciplinaire, comme on le répète, ont remonté des difficultés de terrain en disant c'est pas logique, d'un côté, telle direction régionale, administration déconcentrée de l'État nous dit vous devez faire ci, et de l'autre, si je fais ça, on me dit vous allez avoir une sanction financière parce que vous êtes engagé dans un contrat, admettons, avec la politique agricole commune, et c'est démobilisant pour l'agriculteur. Donc là, du coup, on en parle avec au sein du comité technique, on essaie de voir qui sont les acteurs, d'identifier les acteurs qui pourraient être des leviers justement pour faire évoluer ces points-là. Et puis, ça prend parfois un peu de temps, mais 6 mois, 1 an après, finalement, il y a un arrêté qui assouplit la mesure et qui permet la résolution. Donc voilà comment on travaille de manière très pragmatique. Valérian, une réaction? Je dirais qu'effectivement, l'importance donc du terrain, du comité technique et aussi donc du comité de pilotage, comme on l'a vu ce matin dans les différentes vidéos, avec l'implication de tous les ministères qui sont impliqués sur la question des ambroisies et à terme donc des espèces à enjeu pour la santé humaine. Et donc ces échanges-là, c'est même une fois par an, ça suffit d'avoir justement des échanges constructifs avec ces acteurs-là pour mettre en place une amélioration continue en fait. Merci Valérian. Alice, une autre question? Oui, une dernière question pour savoir comment la France travaille avec les autres pays sur le sujet des ambroisies au niveau réglementaire. Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, la question et la réglementation ambroisie sont une réglementation typiquement française, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la France qui est sur lequel il y a de l'ambroisie. On a cité le cas de la Suisse, on a cité l'Italie, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est que la dynamique qu'on a engagée en France commence petit à petit à faire des petits aussi, parce que on a notamment en Belgique un observatoire wallon des ambroisies. Donc ça veut dire que ce qu'on met en place nationalement, ça a aussi un impact dans les pays frontaliers, dans d'autres pays aussi, puisque régulièrement participe à des colloques de l'International Rugby Society, des choses comme ça, sur lesquels on rappelle régulièrement le mode de fonctionnement, la réglementation française, etc. Et petit à petit, effectivement, d'autres pays viennent vers nous pour nous dire comment vous faites, comment marche l'observatoire, comment marchent les référents, etc. Si je puis me permettre de rajouter, la France est en avance sur l'aspect réglementation, me semble-t-il.
Et en tout cas, dans la déclinaison opérationnelle, votre observatoire est envié, me semble-t-il. Oui, enfin bon, je te citais l'exemple de la Suisse qui avait fait une réglementation très contraignante, puisque la Suisse, je me souviens, avait prévu que s'il y avait de l'ambroisie sur un terrain, il prévenait une fois l'agriculteur. Si l'agriculteur n'avait pas agi, il rasait le champ. Donc c'était assez radical, mais ça a été efficace. Voilà. Donc il y a eu des réglementations contraignantes dans d'autres pays. On ne connaît pas toutes les réglementations. Hem, Toutes sortes de modes d'action. Le Canada fait depuis des années, des dizaines, d'années, des campagnes d'éradication. On a des vieilles photos de camions, pleins d'ambroisie arrachés par les enfants des écoles qui faisaient des sorties d'arrachage d'ambroisie, spécifiquement en 1930. Donc, vous voyez, c'est une thématique quand même qui est bien connue, en tout cas dans les pays d'Amérique du Nord, et qui était déjà bien pris en compte. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, le Canada nous racontait qu'ils ont une vieille loi donc, qui oblige à l'éradication de l'ambroisie, un peu comme la France, et en fait, ils l'ont supprimée un peu par erreur, à un moment où ils ont fait une sorte de ménage, de restructuration de leur texte. Et ça a eu une corollaire immédiat, une chute des actions contre l'ambroisie et une remontée très forte de la plante, mais très rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très sensible et très important, cet article. Le texte, la loi est un point d'ancrage finalement, on le voit sur ces réglementations, Une dernière question avant de vous demander sur un mot ces de actions. conclusion et de faire une pause de 10 minutes. Puisqu'on parle de droit, tout à l'heure, Olivier Péchama, sauf méprise, évoquait le principe de subsidiarité et l'éventuelle influence sur ce principe qui fait que pour l'instant la santé est déléguée aux États membres et non pas au niveau européen. Sous l'influence de la Covid, votre sentiment, les choses ont évolué? Euh, là, je pense que on est quand même l'outil règlement EEE, comment on dit les 3 E, qui sur les espèces exotiques envahissantes, qui existe et dans lequel la discussion ambroisie n'est pas finie, à mon sens. Elle a été clos un moment sous l'influence de certains pays qui ne voulaient pas se voir contraindre à des actions trop coûteuses pour eux parce que concernant beaucoup leur territoire. Donc, et qui se sentaient pas en état de faire, donc ils ont bloqué. Mais il n'empêche que, justement, ça reste un vrai sujet et peut-être il y a une renégociation à mener là-dessus. Bien, puisque vous avez le micro, gardez-le, Caroline Paul. Donc, l'idée clé que vous souhaiteriez que l'on retienne à l'issue de cette table ronde sur la réglementation. Ne surtout pas se décourager. Je veux dire, on est là avec nos textes à essayer de donner des cadres et des supports. L'observatoire est notre bras armé en quelque sorte pour créer les outils qui vont permettre la mise en œuvre des textes. Donc cet ensemble-là, on le donne aux citoyens pour dire agissez maintenant, vous avez les outils. Valérian? Dans une autre veine, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, et Caroline a dit, on est dans une réglementation assez jeune, mais évolutif. Et c'est ça qui est important, c'est que ça évolue continuellement et ça continuera d'évoluer à l'avenir grâce aux actions de terrain, grâce aux remontées qu'on a. Et donc, comme c'est ma dernière intervention, je remercie aussi tous les acteurs engagés dans la lutte contre l'ambroisie. Merci Valérian Gratepin. Olivier? C'est difficile, ils ont répondu sur les points que je voulais évoquer. Je dirais, si je devais compléter, c'est continuer l'intelligence collective localement, c'est-à-dire collaborer, innover ensemble, et ça, je dirais, de manière plus systématique, que les services déconcentrés de l'État, ce qui est le cas en général, mais collaborent encore mieux entre DREAL, DRAF et Agence régionale de santé, que les acteurs de la vie civile et professionnelle intéressés par le sujet ne se regardent pas en chien de faïence, mais osent, et sous l'aune, pourquoi pas, d'un coordinateur, discuter ensemble pour mettre en place des actions
et régler les points litigieux ensemble plutôt à l'amiable. Je suis pas un fan de la Mmh. sanction, hein. Je préfère motiver les gens à aller vers un but que de les contraindre, hein. Les 2 peuvent marcher, mais effectivement, je pense qu'on est plus dans un objectif de motiver les gens vers parce que de toute façon, tout le monde est susceptible d'être malade et ça ne s'est pas arrêté à la frontière d'une profession ou d'une corporation. Il faut vraiment en être conscient. Oui, si je peux Caroline? compléter, c'est vrai que les sujets de l'allergie sont vraiment un des sujets de santé-environnement qui monte en puissance parce qu'on se rend compte, il semblerait, mais c'est en cours d'études et autres, qu'il y ait une augmentation finalement de cette capacité à devenir allergique, de cette Mmh. fragilité du système immunitaire qui rend les gens allergiques. Donc, cette question d'allergie, il y a l'allergie, puis il y a plein d'autres pathologies autour de ces pathologies du système immunitaire. Et donc, il faut être extrêmement vigilant à cet égard. Merci Caroline Paul. Donc je propose, je me retourne vers Alice, qu'on fasse une pause et puis pour que les choses soient, le chiffre soit rond, on se retrouve à 15h20, si ça vous va. Merci, à tout de suite. Merci à tous.